Imaginons un instant un mariage arrangé, mais genre pas n'importe lequel. Imaginons deux personnes qui n'ont pas absolument rien en commun. Ouais, le genre d'union où tu te dis dès le départ que ça va exploser en vol. C'est ça, exactement. D'un côté, on a quelqu'un de super rigide, très engoncé dans ses habitudes, et limite obsédé par la logistique. Mhm. Et en face, l'artiste hyperactive, à la pointe de la technologie, mais dont le style de vie commence sérieusement à passer de mode. Ah oui, le contraste total, quoi. Exactement. Elles évoluent dans des mondes diamétralement opposés, elles se parlent jamais, et pourtant elles décident de s'unir pour une seule et unique raison, la terreur absolue de finir seule. Et sur le papier, c'est un désastre annoncé. Un crash total. On s'attend à des disputes interminables sur la gestion du quotidien et à un divorce fracassant au bout de quelques mois à peine. Mais gardons bien cette image en tête parce que on va voir comment une union née d'une peur viscérale a pu déjouer absolument tous les pronostics. Et pour poser le cadre de cette exploration, je me suis plongée dans une enquête vraiment très fouillée qui a été publiée en avril 2026 par Block News. Ouais, c'est leur série Goldmaster, c'est ça? C'est ça, c'est le 9e volet de la série. Et les documents qu'on a épluchés retracent en fait l'anatomie d'une fusion historique, celle de Bandai et de Namco. Un monument de l'industrie. Absolument. En 2005, au moment où l'opération est actée, elle pèse 1,7 milliard de dollars, ce qui représentait environ 175 milliards de yens à l'époque. D'accord. Et c'est vraiment le point de départ de ce que l'industrie considère aujourd'hui comme l'un des cas d'école les plus fascinants de l'histoire du divertissement. Parce que lors de la dernière année fiscale, leurs revenus ont atteint 1,241 billion de yens. Ouais, donc plus de 1240 milliards de yens, c'est astronomique. Bon, décortiquons un peu tout ça. Notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre les rouages de cette mécanique. Mhm. Comment un mariage qui a été perçu par la presse financière de l'époque comme un acte de pur désespoir a-t-il pu non seulement sauver ces deux entreprises, mais carrément redessiner les contours d'une industrie entière? Pour comprendre le miracle, il faut d'abord mesurer l'immensité du ravin qui séparait ces deux cultures d'entreprise avant 2005. Parce que c'était pas juste des concurrents. Différentes, vraiment. Commençons par analyser l'ADN de Bandai. L'entreprise voit le jour en 1950, dans un Japon qui est en pleine reconstruction post-guerre. D'accord. Au tout début, c'est une petite usine très modeste qui fabrique des petits jouets en métal, tu sais, des voitures miniatures assez rudimentaires. Ouais, les jouets classiques de l'époque. Voilà. Mais la bascule stratégique, elle s'opère dans les années 70. La direction comprend avant beaucoup d'autres que l'avenir industriel, c'est le plastique. Ah oui, le plastique. Plus précisément, le modèle de la maquette à assembler soi-même. Le fameux concept du DIY. D'accord, donc les prémices des célèbres maquettes japonaises. Exactement. Mais leur véritable coup de génie, il n'est pas matériel, il est juridique. Bandai devient le maître absolu de la négociation de licences télévisées. C'est-à-dire que ils se contentent pas de créer des jouets génériques, ils s'approprient ce que les enfants regardent tous les jours à la télé. C'est tout à fait ça. Ils signent des contrats en or pour exploiter physiquement tout ce qui fascine la jeunesse japonaise. On parle de franchises télévisées énormes comme Ultraman, Kamen Rider et bien sûr les Power Rangers. Attends, juste pour clarifier, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être pas familiers avec ces termes, on parle bien de ces séries où des acteurs, dans des costumes en caoutchouc, affrontent des monstres géants au milieu de maquettes en carton. Oui, oui, c'est ça, le tokusatsu. Des séries à effets spéciaux très visuels. C'est parfait pour être décliné en figurines plastiques, en fait. Et Bandai systématise cette approche. En 89, il frappe un grand coup en rachetant Banque Presto. Bonne presto. Ouais, une société qui était spécialisée dans les bornes attrape-peluche et les produits dérivés. Puis la décennie 90 arrive, et là, c'est le raz de marée mondial. Il lance Digimon et surtout l'incontournable Tamagotchi. Ah, le Tamagotchi. Je crois qu'on a tous le souvenir du stress de devoir nourrir ce petit écran en cachette pendant les cours. Ah, mais ce stress a été extrêmement rentable. Le Tamagotchi, à lui seul, a généré plus de 1,5 milliard de dollars de revenus sur 20 ans. Waouh. Ouais. Donc, pour résumer l'identité de Bandai à l'aube des années 2000, c'est une entité qui contrôle littéralement le temps de cerveau disponible et l'argent de poche des enfants. D'accord. Mais, et c'est crucial pour la suite, c'est une machine super lourde. C'est une entreprise très hiérarchique, très bureaucratique. Ils sont focalisés sur la chaîne de production, les moules en plastique, les usines, les rayons de supermarché. C'est des industriels de la vieille école, quoi. C'est ça.
Ce sont des producteurs de propriété intellectuelle, des IP, mais ce ne sont absolument pas des ingénieurs du numérique. Et c'est là qu'on traverse le ravin pour regarder l'autre côté. On a Namco. Et l'histoire de Namco, elle commence en 1955 avec son fondateur Masaya Nakamura. La petite anecdote que je trouve géniale dans les sources d'ailleurs, c'est qu'ils ont commencé par construire ces petits manèges mécaniques, tu sais, les chevaux en bois qu'on trouvait sur le toit des grands magasins au Japon. Oui, ouais. C'est fou de se dire qu'ils ont commencé par ça. Grave. Mais Nakamura, c'était un visionnaire. Il a vu la transition électromécanique, puis la révolution électronique arriver. Dès les années 60, il commence à injecter de la technologie dans ses machines, et quand les années 80 débarquent, c'est le règne absolu. Le changement de paradigme est total, ouais. Namco invente Pac-Man en 1980. Rien que ça. Rien que ça. Ce n'est pas juste un jeu, c'est un phénomène culturel qui redéfinit toute l'industrie du divertissement. Ouais, et ils s'endorment pas sur leur laurier derrière. Dans les années 90, quand la 3D arrive, Namco devient vraiment le souverain des salles d'arcade. Ils sortent des monuments d'artisanat numérique, le jeu de course Ridge Racer, les jeux de combat ultra techniques comme Tekken ou Soul Calibur. Mhm. Donc si je résume, d'un côté, on a Bandai, le producteur de jouets qui possède les droits des univers les plus populaires, mais qui sait pas faire un jeu vidéo correct. Et de l'autre, on a Namco, l'artisan obsessionnel de code, le pionnier de la 3D, capable de créer des mécaniques de jeu parfaites, mais qui a aucun catalogue des héros pour enfants. Et le rapport de Gaming Campus, qui est l'une des sources citées dans l'enquête, résume parfaitement cette asymétrie. Bandai avait le monopole des IP, mais souffrait d'un manque criant de réseaux de distribution numérique. Ouais, leur jeu en interne n'était pas terrible, non. Hein. C'était souvent très médiocre, oui. Namco, en revanche, c'était un studio de développement d'élite. Mais leur modèle économique reposait presque entièrement sur les salles d'arcade. Et ça, c'était un secteur qui commençait sérieusement à s'éroder avec l'arrivée des consoles de salon surpuissantes comme la PlayStation 2. Donc, si on veut utiliser une métaphore, c'est comme si Bandai était un scénariste mondialement connu qui possède les meilleures histoires du monde, mais qui a ni réalisateur ni acteur pour les filmer. Exactement. Et Namco, c'est un réalisateur oscarisé avec les meilleures caméras du monde, mais qui n'a plus aucun scénario à tourner et dont les salles de cinéma sont carrément en train de fermer. C'est tout à fait ça. On se dit, parfait, Ah, ils sont faits l'un pour l'autre. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant un peu grinçant. Parce que c'est pas une vision artistique ou une illumination créative qui les a poussés l'un vers l'autre. non, pas du tout. Ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser que les plus grands bouleversements industriels sont souvent dictés par des forces macroéconomiques qu'on ne peut pas contrôler. La cause profonde de cette fusion, qui est annoncée le 5 mai 2005, elle n'est pas technologique, elle est démographique. Démographique. Ouais, c'est l'effondrement du taux de natalité au Japon. Ah ouais. Le communiqué de Bandai, à l'époque, est d'ailleurs qualifié par les journalistes de Block News de, je cite, « plus grand euphémisme de l'année ». Ils écrivent de manière super corporate « Le nombre d'enfants est en diminution et les passe-temps se diversifient. Nous avons fortement besoin de conquérir de nouveaux clients. » C'est ça. Mais en réalité, si on lit entre les lignes, le message c'était plutôt « Il n'y a plus d'enfants au Japon pour acheter nos jouets, notre marché intérieur est en train de mourir, il faut qu'on trouve une porte de sortie avant de couler. » Exactement. Le cœur du réacteur de Bandai était littéralement en train de s'éteindre. La population japonaise vieillissait à vue d'œil. Et l'autre aspect de cette survie, c'est la rumeur tenace qui entoure le passif de Bandai. L'enquête rappelle qu'en 97, donc 8 ans avant Namco, Bandai avait déjà tenté de sauver sa peau en essayant de fusionner avec un autre titan du jeu vidéo, Sega. Ah oui. Mais attends, pourquoi ça a capoté avec Sega? La logique industrielle aurait été exactement la même, non? Sega faisait des consoles, des jeux d'arcade. Sur le papier, oui, totalement. Mais c'est la réalité humaine qui a fait exploser l'accord. En fait, les ingénieurs et les créatifs de Sega étaient terrifiés par Bandai. Terrifié, vraiment? Ah oui. Sega avait une culture d'entreprise super rebelle, très innovante, un peu Silicon Valley avant l'heure, quoi. Bandai, c'était l'usine corporatiste traditionnelle japonaise, avec ses cols blancs, sa bureaucratie hyper lente et sa hiérarchie pyramidale. Le cauchemar pour un développeur. Voilà. Les employés de Sega ont littéralement fait barrage à la fusion de peur de voir leur créativité étouffée par des vendeurs de plastique. Ce qui soulève quand même une question évidente. Si les créatifs de Sega ont fui Bandai en 97, pourquoi les créatifs de Namco ont accepté de se jeter dans la gueule du loup en 2005? Namco avait pas peur d'être broyé par la bureaucratie. Ils en avaient sans doute peur, ouais. Mais contrairement à Sega en 97, Namco en 2005, ils avaient plus le luxe de l'orgueil. Les salles d'arcade, qui étaient leur principale source de revenus, se vidaient.
Ils étaient pris à la gorge financièrement. Ah, ils étaient vraiment dos au mur. C'est ça. Donc, quand Bandai arrive avec un chèque de 1,7 milliard de dollars et prend la majorité des parts à 57%, c'est pas du tout un partenariat d'égal à égal. C'est un rachat de survie. C'est pour ça qu'on parle de mariage de désespoir. Et c'est là que l'industrie entière retient son souffle. Parce que la fusion est actée fin 2005. Et en général, on sait très bien comment ça se passe dans le monde des affaires quand une grosse machine bureaucratique rachète un studio créatif plus petit. C'est un bain de sang. Oh oui, les licenciements massifs, les coupes budgétaires. Exactement, les comptables débarquent, on coupe les budgets, on annule tous les projets risqués, on fusionne les départements de force pour, soi-disant, rationaliser les coûts, et au final, on détruit complètement l'âme de l'entreprise rachetée. C'est la trajectoire classique, mais c'est pas ce qui s'est passé ici. Et c'est là que réside le premier secret de leur réussite, je pense. C'est une patience stratégique hors du commun. C'est-à-dire, Lorsque la division gaming commune naît officiellement en mars 2006, la direction de Bandai Namco fait un choix super radical, celui de ne rien brusquer. Ils n'ont fermé aucune des grandes franchises historiques de Namco. donc les jeux de combat Tekken continuent de sortir normalement, les jeux de rôle comme Tales of survivent. Précisément, au lieu d'imposer les méthodes industrielles de Bandai aux ingénieurs de Namco, ils ont lentement ouvert les vannes de ce qu'on appelle la synergie. Et la mécanique est vraiment fascinante à observer. Concrètement, comment ça fonctionnait au quotidien? Eh bien, les studios de développement de Namco, qui cherchaient désespérément de nouvelles idées pour leurs jeux, ont soudainement reçu les clés du coffre-fort des univers Bandai. Ils ont eu accès à des monstres sacrés de l'animation, notamment via Toei Animation, comme Gundam ou Dragon Ball. Attends, pour bien comprendre le mécanisme, ça veut dire que Namco prend ses meilleurs moteurs de jeux de combat, ceux qu'ils ont mis des années à perfectionner pour l'arcade, et au lieu de créer de nouveaux personnages inconnus, ils collent l'univers de Dragon Ball par-dessus. Voilà, c'est exactement ça. Et le résultat est immédiat. Les fans de l'anime achètent le jeu pour la licence, et les joueurs exigeants restent pour la qualité du gameplay. La boucle est bouclée. C'est le combo parfait. Et la synergie, elle fonctionne aussi dans l'autre sens. Ah oui? Bien sûr, les personnages créés spécifiquement par Namco pour leurs jeux vidéo peuvent désormais être transformés en figurines de très haute qualité grâce au savoir-faire industriel et aux usines de Bandai. C'est vraiment une fertilisation croisée. Mais j'imagine que ça n'a pas dû se faire en un jour. Oh non, ça a pris des années. Faire communiquer une usine de moulage plastique qui planifie ses stocks sur 18 mois avec un studio de développement de logiciels qui corrige des bugs au jour le jour, c'est un cauchemar logistique. Il a fallu attendre le début des années 2010 pour que l'intégration soit vraiment considérée comme fluide. Ouais, c'est vrai que vers 2010, on voit dans les sources que l'alliance est saluée par la presse financière, l'exécution est jugée vraiment solide. Ils deviennent le 3e ou 4e éditeur mondial de jeux vidéo, l'entreprise est sauvée et elle gagne de l'argent. Ce qui est déjà un bel exploit. C'est un exploit, oui. Mais bon, solide, ça fait pas rêver. Rentable, c'est pas ça qui fait une légende industrielle. On est encore loin du miracle à plus de 3 milliards de dollars dont on parlait au début. Il manquait un catalyseur. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ce catalyseur ne venait ni de l'usine Bandai, ni des studios Namco. Ah bon? Non, il est venu de l'extérieur, d'un partenaire tiers, un studio de développement indépendant japonais du nom de From Software. Et c'est là que l'histoire bascule vraiment. From Software, pour ceux qui connaissent pas, c'est le studio qui, dès 2011, sort un jeu extrêmement sombre, cryptique, et d'une difficulté tellement punitive qu'il en devient un phénomène culturel mondial. Dark Souls. Un jeu édité par Bandai Namco. Édité par Bandai Namco, ouais. Et le succès s'amplifie en 2016 avec Dark Souls 3. Mais ce qui me fascine dans les documents qu'on a lus, c'est de comprendre pourquoi From Software est resté avec eux. From Software, c'est un studio indépendant. Ils auraient pu signer avec n'importe qui. D'ailleurs, ils ont fait des infidélités à Bandai. Oui, ils ont créé l'exclusivité Bloodborne pour le géant Sony. C'est ça, et ils se sont même associés à l'américain Activision pour publier Sekiro. Du coup, la question c'est pourquoi ils reviennent toujours chez Bandai Namco pour leurs projets les plus massifs? La réponse, elle tient en 2 mots, sécurité et liberté. Si l'on relie cela à la structure même de Bandai Namco, on comprend tout. Vas-y, explique-nous ça. En fait, parce que Bandai Namco gagne énormément d'argent de manière très prévisible avec ses jouets Gundam et ses figurines Dragon Ball, ils ont un filet de sécurité financier massif. Cette stabilité de l'usine, elle leur permet d'agir comme un véritable mécène pour From Software. D'accord, je vois le genre. Ils peuvent dire au studio « Prenez le temps qu'il faut, faites le jeu difficile et étrange que vous voulez faire, on va pas s'immiscer dans votre processus créatif pour essayer de plaire au grand public. » C'est brillant quand on y pense.
La rente des jouets en plastique finance la prise de risque artistique absolue dans le jeu vidéo. Exactement. L'usine bureaucratique permet l'avant-garde numérique. Et cette confiance aveugle, c'est ce qui a mené à l'explosion de février 2022. La sortie du jeu Elden Ring. Un véritable tremblement de terre dans l'industrie. On parle d'un jeu de rôle en monde ouvert dont la mythologie a été coécrite par George R.R.R. Martin. Le créateur de Game of Thrones, rien que ça. Voilà. Et les chiffres rapportés par l'enquête de 2026 donnent carrément le vertige. Nous en sommes à 45 millions de ventes cumulées. C'est stratosphérique. Pour donner une échelle à ceux qui nous écoutent, un jeu vidéo classique à gros budget qui se vend à 5 millions d'exemplaires, c'est déjà considéré comme un immense succès commercial. Là, on parle de 45 millions. C'est l'équivalent de la population entière de l'Espagne qui a acheté ce jeu. C'est fou, ouais. Et si on regarde le détail, c'est encore plus impressionnant. 30 millions de copies juste pour le jeu de base. Et en juin 2024, ils sortent l'extension majeure, Shadow of the Earth Tree. Elle s'écoule à 10 millions d'exemplaires en une seule semaine. C'est énorme. Et plus récemment, 5 millions supplémentaires pour la deuxième extension, Night Rain. Mais arrêtons-nous une seconde sur ce chiffre, parce que 10 millions d'extensions vendues en une semaine, c'est irréel pour un contenu additionnel. Complètement. Pour schématiser, on a 30 millions de personnes qui ont le jeu de base, et parmi elles, 10 millions repassent à la caisse 2 ans plus tard pour acheter la suite. Ça veut dire qu'un joueur sur 3 ou 1 sur 4 environ est tellement accroché à cet univers qu'il achète l'extension les yeux fermés. C'est ce qu'on appelle le taux d'attachement. Et dans ce cas, c'est autour de 20 à 30% selon les périodes, ce qui est rarissime dans l'industrie. C'est du jamais vu. Les seuls autres jeux capables de générer un tel niveau d'engagement pour un contenu payant supplémentaire, ce sont des monstres sacrés de l'industrie comme The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077. Mais au-delà de la performance financière pure, ce succès il a eu un impact psychologique profond sur l'entreprise. C'est-à-dire ? L'article du magazine Next Stage, qui est inclus dans nos sources, l'analyse très bien. En fait, du jour au lendemain, l'image de l'entreprise a complètement muté. Bandai Namco n'est plus perçu comme le gentil vendeur de jouets qui édite aussi les jeux d'arcade Tekken. Ouais, ils ont changé de dimension. Aux yeux du monde entier, ils sont devenus l'éditeur prestigieux qui publie Elden Ring. Ils ont gagné une forme de légitimité culturelle absolue. Et cette légitimité s'est accompagnée d'une rentabilité tellement astronomique qu'elle a éveillé l'appétit des plus grands prédateurs technologiques du globe. Mais, pour être tout à fait transparent et équilibré avec nos sources, tout n'a pas été une ligne droite vers le succès. Il y a eu un gros trou d'air très récemment. Ah oui, très gros. Juste avant le triomphe absolu de 2025, l'année fiscale 2024 a été particulièrement brutale. Oui, l'année 2024, c'était une véritable douche froide. Ils ont subi de plein fouet l'échec critique et commercial de Blue Protocol. Alors, Blue Protocol, pour préciser, c'était un MMO, donc un jeu massivement multijoueur en ligne. Et ils ont aussi annulé plusieurs projets de jeux dits live service. Tu sais, ces jeux conçus pour être mis à jour continuellement, pour garder les joueurs captifs pendant des années. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas ? Le problème de ces jeux en ligne, c'est qu'ils exigent une infrastructure de serveurs colossale et une production de contenu incessant. C'est plus du tout le même métier que de sortir un grand jeu d'aventure complet une fois tous les 5 ans. Ah oui, c'est un autre monde. Bandai Namco a voulu suivre la mode de l'industrie, mais ils se sont cassés les dents sur une technologie et un modèle économique qu'ils maîtrisaient mal en fait. Leurs profits ont lourdement chuté cette année-là. Mais c'est justement ce contraste qui rend le rebond de l'année fiscale 2025 absolument ahurissant. Après cette chute en 2024, les effets combinés d'Elden Ring et de leur vieille franchise ont provoqué une éruption volcanique dans leur bilan. Ah, mais les chiffres de l'année 2025, ils défient presque la raison. Le segment digital de l'entreprise a enregistré une croissance de ses profits de 995,1% par rapport à l'année précédente. Attends. 99,5% de croissance des profits. Mettons ça en termes simples. Ça veut dire que, pour simplifier à l'extrême, là où ils gagnaient 1 euro de bénéfice net l'année dernière sur leur jeu, ils en gagnent pratiquement 10 aujourd'hui. C'est une multiplication par 10 de la rentabilité en seulement 12 mois. C'est exactement l'ordre de grandeur, oui. Et c'est pas uniquement grâce à Elden Ring. C'est là que le fameux mariage montre sa puissance maximale. Ouais. En octobre 2024, ils sortent Dragon Ball, Sparking Zero, l'alliance parfaite entre l'IP surpuissante issue de Bandai et le savoir-faire pointu en jeu de combat issu de Namco.
Le retour de la synergie magique. Exactement. Le jeu pulvérise les records de la franchise avec 5,4 millions de copies écoulées en un temps record. Et la combinaison de tous ces succès a généré les meilleurs résultats financiers de toute l'histoire de l'entreprise combinée, atteignant ce fameux revenu global de 1,241 billion de yens. Soit l'équivalent d'un empire à plus de 3 milliards de dollars. 20 ans après la fusion, la boucle est bouclée. Et c'est cette puissance de feu qui provoque le mouvement final de cette enquête. En juillet 2025, un titan entre dans la danse, Sony Corporation. L'ogre Sony. Le géant japonais décide d'investir 464 millions de dollars pour acquérir 2,5% du capital de Bandai Namco. Le communiqué officiel de Sony évoque la volonté de, je cite, « renforcer l'engagement auprès des fans d'anime et de manga ». Et si on prend un peu de recul pour analyser ce mouvement, Sony, ils font pas de la philanthropie. Acheter 2,5% du capital d'un concurrent pour près d'un demi-milliard de dollars, c'est un geste extrêmement lourd de sens. C'est clair. C'est pas juste un petit placement boursier en espérant quelques dividendes, non. C'est la pose de la première pierre d'un partenariat stratégique tentaculaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi Sony fait ça maintenant? C'est parce que la frontière entre l'animation japonaise et le jeu vidéo est en train de disparaître totalement. C'est vrai. Et Bandai Namco est littéralement le seul acteur au monde qui maîtrise parfaitement les deux bouts de la chaîne à cette échelle. Pour eux, c'est l'adoubement ultime. C'est le reste de l'industrie technologique qui s'incline et qui leur dit « Ah, vous aviez raison depuis le début ». Ce fameux mariage de désespoir de 2005, c'est officiellement devenu le coup de maître du siècle. Les créateurs ont gagné en liberté, les fans ont des univers de plus en plus riches et les actionnaires voient leurs investissements exploser. Et en définitive, l'histoire de Bandai et Namco, c'est bien plus qu'une simple anecdote sur le jeu vidéo. C'est fondamentalement pertinent pour quiconque s'intéresse à la stratégie ou à l'économie aujourd'hui. Complètement. Ça nous rappelle d'abord qu'on ne négocie pas avec la macroéconomie. La démographie, le vieillissement d'une population, ce sont des murs infranchissables. L'entreprise qui refuse de s'y adapter, elle meurt, tout simplement. C'est la dure loi de la réalité. Et ensuite, ça nous donne une leçon magistrale sur le temps long. Les véritables bénéfices d'une fusion ou d'une synergie complexe ne se récoltent pas au trimestre suivant. Il a fallu des décennies de patience stratégique, de respect des cultures d'entreprise et surtout l'audace de faire confiance à des partenaires extérieurs pour que la magie opère. C'est un puissant contre-récit à l'obsession actuelle pour la rentabilité immédiate. D'accord. Résumons cette exploration passionnante. On est parti d'une usine de jouets vieillissante, terrifiée par le manque d'enfants en Japon, qui a jeté son dévolu sur un roi de l'arcade en perte de vitesse. Un mariage forcé par les événements. C'est ça, un acte de survie brutal qui avait été repoussé par d'autres comme Sega. Et pourtant, en refusant de détruire ce qu'ils venaient d'acheter et en utilisant l'argent des figurines en plastique pour financer les visions les plus folles de développeurs indépendants, ils ont bâti un empire culturel et financier intouchable. Une vraie success story inattendue. Et ça soulève une question importante pour nous tous, bien au-delà de l'industrie technologique. Si ce que tout le monde qualifiait de mariage de désespoir en 2005 est devenu le chef-d'œuvre stratégique de notre époque, combien de compromis, d'alliances forcées ou de virages que nous jugeons aujourd'hui comme de pitoyables actes de désespoir pourraient en réalité s'avérer être les coups de génie de demain? Voilà, matière à réflexion.